Chers auditeurs de la Voix des Grands Lacs, bonsoir. Nous vous présentons un nouveau numéro qui va porter sur la situation en Afrique des Grands Lacs et principalement au Sud Kivu. Au Sud Kivu, j'ai un invité d'ailleurs originaire j'allais dire, du Sud Kivu ou de Bujumbura. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de cette région, on voit essentiellement ce qui se passe à Uvira. Et notre invité, M. Deo Akizimana, justement, est quasiment en face d'Uvira, euh, où il peut voir ce qui s'y passe de temps en temps, ou avoir les informations en direct de cette ville, de RDC. Bonsoir, cher ami Deo Hakizimana. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Comment allez-vous? Bon, écoutez, ça va bien. Il fait beau. Tantôt, il pleut doucement. Tantôt aussi, il y a du soleil. Et de temps en temps aussi, il y a un vent frais qui nous balaye. C'est bien. C'est Bujumbura, quoi. Oui, c'est Bujumbura, comme toujours. Bujumbura, c'est ça. Parfois, il Un, fait un peu chaud, mais en bord du lac un- Tanganyika, il fait un- plus frais. un climat tropical tempéré qui réunit toutes les potentialités d'une respiration euh, euh, habituellement agréable. Très bien. Alors, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans nos studios. Merci. Euh, de la même façon, je souhaite la bienvenue à tous nos auditeurs et téléspectateurs, téléspectatrices, afin qu'ils puissent jouer éventuellement de votre expérience et de suivre votre analyse sur justement les événements de cette région. Alors d'abord, avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander, si possible, de vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, parce que Mhm. beaucoup ont déjà suivi vos conférences ou émissions chez nous ou ailleurs. Est-ce que vous pourriez nous Bon, dire un mot sur qui vous êtes? alors, je suis un ancien enseignant devenu journaliste. J'ai aussi fait de la politique, parce que je me suis présenté aux élections en 2010. Ensuite, j'ai exercé dans la diplomatie avant de décider de revenir dans la société civile. Mais entre-temps, j'ai aussi entrecoupé ma carrière pour devenir commissaire à la commission Vérité et Réconciliation du Burundi. Aujourd'hui, je m'occupe exclusivement de mon organisation, le CIRID, Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue. Ça me permet d'écrire aussi des livres. C'est une très bonne chose, c'est une activité agréable pour les retraités, écrire des livres lorsqu'on Tout a à encore fait. des idées, hein. Il faut, si on peut en profiter en écrivant des livres pour informer la jeunesse. Oui, Comme oui. ça, vous servez, vous êtes un lien intergénérationnel, comme on dit. Sur le plan des fonctions et professionnelles d'ailleurs, Oui. comment sentez-vous justement euh, le passage de la partie ou de l'époque professionnelle à l'époque de retraite? Est-ce que vous êtes à l'aise ou alors vous vous ennuyez un peu? M'ennuyer, non. Par contre, je manque le temps de faire tout ce que je veux, par contre. Et vous savez, s'ennuyer, ça dépend de vous-même, hein. Vous vous organisez et ensuite, la vie marche comme vous le souhaitez. D'accord. Alors les gens me disent, euh, qu'est-ce que vous aimeriez que le public burundais, congolais, rwandais ou autre, ou suisse, vous avez vécu longtemps, ou Oui. africain, j'allais dire marocain, sénégalais et autres, qu'est-ce que vous Oui. aimeriez qu'ils retiennent de vous, de Hakizimana? Oh là là. Oh là En là. quelques mots. Je totalise maintenant 53 ans d'activité professionnelle parce que j'ai commencé à travailler en 1972. C'était une année difficile au Burundi. C'est à partir de ce moment que j'ai eu conscience que mon peuple souffrait beaucoup, souffrait des divisions ethniques absolument désagréables. Et ce que je voudrais qu'on retienne de moi,
dans ce contexte, c'est qu'en 1988, j'étais journaliste, j'avais seulement 33 ans, j'étais pas un homme riche, je venais d'ailleurs de démissionner de mes fonctions pour me retrouver plus libre dans la vie. Et il y avait des débuts de crise que je considérais comme étant des débuts d'un nouveau génocide. Et alors, avec des amis, nous avons coopéré, nous avons mené une action, une lettre ouverte, une simple lettre ouverte. Nous l'avons envoyée dans les lieux que nous avions ciblés. Et cette lettre a fait les effets, je dirais, d'une bombe pacifique parce que les massacres se sont arrêtés, les arrestations aussi, et le pays a entrepris des réformes qui, pour la plupart, continuent de marquer le pays. Ça, je souhaite que ceux qui me connaissent puissent noter ça. La deuxième chose que je peux noter, c'est ce que j'ai vécu en Suisse durant mes plus de 20 ans d'exil. En Suisse, je me suis dit qu'il fallait continuer à être utile à mon pays. Et durant la période fatidique où des Burundais se retrouvaient à Arusha, en Tanzanie, pour négocier la paix, parce que la paix avait été ébranlée avec l'assassinat du président Dadaye, puis la disparition de son successeur Cyprien Ntaryamira. Avec mon organisation, nous avons réuni nos efforts, nous avons contribué à notre manière, notamment en sensibilisant quelques experts de la Suisse qui étaient rodés en matière de ce qu'on appelle la démocratie de concordance. Et c'est un professeur de l'Université de Fribourg qui a écrit l'essentiel des accords d'Arusha pour le Burundi. Et c'est lui aussi qui a écrit la constitution de transition. Alors, quand je note ça sur mon actif, je me sens heureux et je demande aux autres de le savoir et puis de s'en inspirer si nécessaire. C'est une bonne chose. C'est un professeur qui est peut-être connu dans la région, je suppose. Bon, je ne sais pas. Ah oui, ce que j'aurais dû dire en dernier lieu, c'est que j'ai écrit ce livre que vous voyez, euh, La Mhm. géopolitique de l'Afrique des Grands Lacs à l'heure des vérités. Ce que j'ai écrit dans ce livre, qui est paru en 2020 à Bujumbura et à Genève simultanément, mais ce livre, c'est le fruit d'un mémoire que j'ai écrit entre 1994 et 1999. Tout ce qui s'est passé dans notre région depuis cette date, moi, je l'ai écrit, moi, je l'ai prédit. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien qui se soit passé que je n'ai pas dit au moins par mention, euh, disons, tangentielle. Alors, ce livre me fait du plaisir parce que ça permet aux gens qui le lisent de comprendre beaucoup mieux la situation de notre région, d'appréhender ce que j'appelle ces vérités qui nous ont été cachées, mais qu'aujourd'hui, on est en train de découvrir. Justement, puisque vous parlez d'aujourd'hui, nous allons en arriver au sujet du jour, hein. Le titre de l'émission d'aujourd'hui, c'est que le Rwanda accuse le Burundi et la RDC de génocide contre les Tutsis et les Banyamulenge. C'est un sujet, je sais, qui peut être dérangeant par rapport à certains gouvernements et aussi à certaines communautés, mais il faut en parler parce que c'est la situation de tous les jours, c'est le concret, le quotidien des Burundais, des Rwandais et des Congolais. D'autant que, comme je l'ai dit, vous êtes en face d'Ouvira, vous n'avez pas pu ne pas observer, ne pas voir ce qui arrive à la population de cette ville et des autres villes du Sud Kivu. Comment cela se passe-t-il justement, puisqu'on va parler du sujet de manière globale, mais aujourd'hui, comment vivent les gens qui sont dans le cercle d'Ouvira, Ouvira même, les villages à côté, et même de Bujumbura, parce que nous avons reçu beaucoup de messages de la part de Burundais qui nous disaient que l'armée du Rwanda et le M23 envoyaient des bombes sur le sol, sur le territoire du Burundi.
Comment cela se passe-t-il aujourd'hui? Bah, il faut dire bien sûr que quand la violence commence et le réveil des sentiments d'intolérance, quand la violence est là, même les projets de médiation, de réconciliation entamés souffrent beaucoup. On dit même habituellement que quand la violence part, la justice va en vacances, comme la médiation elle-même. Je dirais, pour simplifier, que le conflit qui sévit dans notre région doit être connu pour ce qu'il est d'abord, que c'est une guerre qu'on appelle la guerre par procuration. Ce terme est maintenant est très connu en ce moment. On en parle de plusieurs manières et dans plusieurs endroits. Et dans une guerre par procuration, le plus gênant, c'est que les gens s'entretuent pour une cause qui n'est pas la leur. Dans le cas d'espèce, je n'ai pas besoin d'expliquer que c'est une guerre de conquête de nos ressources ici en Afrique. Et les Africains se tuent sans se poser la question sur ce point. On a commencé à nous classer en deux, trois catégories ethniques, ou tout citoyen. Maintenant, nous savons tous que tout cela est une invention qui a été aggravée par une mauvaise gouvernance dans les périodes actuelles. Mais maintenant, il se greffe à ceci une autre fracture dont on parle peu. C'est dommage. En tant qu'écrivain d'un livre de géopolitique, je le regrette beaucoup. C'est la fracture géopolitique qui existe entre ce qu'on appelle les communautés bantoues et les communautés nilotiques, qui alimentent cette guerre par procuration, une guerre qui est finalement idiote. Et moi, j'emprunte les mots à Martin Luther King qui dit que si nous n'arrivons pas à vivre ensemble comme des frères, nous mourrons ensemble comme des idiots. C'est idiot, les erreurs que nous sommes en train de commettre. Mais dans tout ça, il y a deux aspects qu'il faut souligner. À mon sens, selon mon analyse, je peux me tromper, mais je ne crois pas beaucoup. Euh, il faut viser la responsabilisation de qui? Bien sûr des États, mais également des élites. Les élites de nos pays doivent se réveiller, doivent faire des analyses et puis conseiller, éduquer, informer, aider à comprendre ce qui se passe réellement, parce que tant qu'on ne s'entend pas sur la, la compréhension commune de ce qui nous arrive, nous aurons de la peine à trouver des solutions. Voilà. Éduquer, expliquer, conseiller, comme vous dites. Mais Oui. vous conseillez à qui? Qui devrait bénéficier de vos Tout le monde, conseils? tout le monde, tout le monde, tout le monde, bien sûr. Dirigeants, criminels comme victimes, tous pareils. Chacun doit être pris pour ce qu'il est. Mais dans ce que je veux dire, je veux souligner que, par exemple, aujourd'hui, depuis avant hier et avant-hier, on nous parle de ce communiqué des guerriers expansionnistes qui sont à Ouvira, qu'ils devaient commencer à se retirer. Et on sait que c'est la pression américaine qui a engendré ce retrait, ce début de retrait. Euh, dans ce que moi, je produis comme analyse, dans mes notes, ou même quand j'échange avec des amis sur X, sur Twitter, ou encore quand je discute avec des gens comme ici, avec vous ce soir, j'explique que le plus grand enjeu, c'est de réfléchir sur ce qui se passe demain. C'est clair, la guerre peut s'arrêter même aujourd'hui, mais qu'est-ce qui explique qu'elle ne va pas réapparaître dans quelques, quelques semaines, quelques mois, quelques années? C'est ça qui doit faire l'objet des réflexions de nos élites, notamment les élites universitaires. Parce que les élites universitaires, je pense, par exemple, qu'ils ont déjà compris qu'elles ont été instrumentalisées pendant les 30, 40, 50 dernières années, elles ont été instrumentalisées au point dans certains cas, d'oublier qu'un universitaire doit réfléchir comme un universitaire. Ouais, je l'ai vu moi-même quand je défendais mon mémoire à Paris.
mon jury m'a posé la question de savoir si j'étais Hutu ou si j'étais Tutsi. J'ai dit, mais pourquoi vous me posez cette question alors que vous avez mis 4 ans à lire mon manuscrit, à me diriger? Et vous savez que quand on écrit, on arrive à vous situer, et surtout chez nous, ethniquement ou politiquement. Je leur ai renvoyé la question et je demandais, vous avez compris que j'étais qui? Alors, le chef, le patron, le président du jury a bondi sur la question et a dit, mais Déo, nous n'avons pas pu te situer ni dans un camp ni dans un autre. Alors, j'ai dit, monsieur le professeur, j'ai fait mon boulot d'universitaire. Un chat, je l'ai appelé un chat. Voilà. Euh, Ici, dans la région des Grands Lacs, la politisation de l'ethnicisme dans ce que nous faisons dans la vie de tous les jours a gagné une telle ampleur que c'est ça qui a permis aux gens, dans le cas d'espèces concernant la guerre au Congo, permis aux gens de mentir pendant 30 ans. Maintenant, on sait que ce qui se dit sur protection des Banyamulenge, c'est pour amuser la galerie. Moi, j'écoutais le président de la communauté Banyamulenge de Kinshasa, il disait lui, mais on fait la guerre à notre nom en disant qu'on est en train de nous protéger, mais nous protestons, nous ne sommes pas d'accord, c'est une manipulation. J'imagine que ça a une partie de la réalité. Donc, un phénomène comme celui-là, nous devrions désormais le comprendre, ne pas traîner, prendre trop de temps pour susciter des solutions. Et d'ailleurs, il est important que les gens sachent se rappeler que cette crise n'est pas née il y a 30 ans. La crise africaine des Grands Lacs, ou bien si vous voulez, je peux dire, la première guerre géopolitique de l'Afrique des Grands Lacs, c'est pas celle qu'on a vue au Congo en 1996 ou bien au Rwanda en 1990. C'était la première guerre, c'était au Burundi en 1988. En 1988, nous avons connu une guerre, je vous en ai parlé au tout début en me présentant, quand vous me posez la question de savoir qu'est-ce qui me rend fier ou pas et que je voudrais que les gens retiennent de moi. En 1988, nous avons connu une guerre civile au nord du Burundi. Cette guerre civile avait pour objet de préparer un terrain favorable pour l'invasion du Rwanda de 1990. Maintenant, vous savez que la guerre de 1990 au Rwanda a été interceptée par des interventions étrangères, franco-belges, qui ont empêché le FPR de prendre Kigali cette année-là, ce qui a créé le premier conflit entre le FPR et la France. Et vous savez ensuite que 1993 au Burundi a changé les cartes qui étaient en jeu à l'époque. L'élection de Ndadaye a bouleversé les comportements qui avaient consisté à croire que c'était maintenant un pouvoir Hutu au Rwanda et un pouvoir ethniquement Tutsi au Burundi que l'on créait une sorte d'équilibre de la terreur dans la région, mais avec l'élection de Ndadaye en 1983, tout a été pulvérisé. On a eu deux pays dirigés par des gens appartenant à une même ethnie. Les réactions, les retombées négatives de l'assassinat du président Dadaye, vous savez, suivi par l'assassinat du 6 avril à Kigali du président Tagamira, le successeur de Tagamira, a occasionné ce que vous savez au Rwanda, le génocide de l'époque. Et tout cela pour savoir qu'aujourd'hui, nous risquons de nous répéter inutilement. Ce qui est en jeu, c'est de chercher des solutions. C'est de mener une réflexion stratégique, visionnaire, qui nous permet d'apprendre des leçons que nous avons engrangées par ce triste passé. Vous avez dit en 1983, l'élection de Ndada, vous voulez 93, dire 93. 93 en fait.
Oui. Sauf que lui, je pense qu'il est rentré au Burundi en 83, n'est-ce pas, en venant du Rwanda. Je ne me rappelle pas exactement de Pas trop, l'année. oui, parce qu'il était à C'est Butare, il est rentré au Rwanda c'est avant, pendant que... quelques années avant l'élection, Oui, mais effectivement. Alors, le problème, quand vous dites oui, 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 euh, oui, que les oui, oui, questions c'est ethniques, au milieu des années 80. si vous dites que les questions ethniques, en fait, ne comptent pas, c'est bien pour les personnes Mm. comme vous, ou comme Dadae, que certains traitent de naïfs, hein. Parce que au moment où Ndada élu, pensait qu'il avait été élu parce qu'il était démocrate, euh, les autres d'en face, eux, savaient qui avait été élu et ils l'ont tué quelques mois après parce qu'ils ne voulaient pas que celui-là, que Ndada ait été, soit et reste au pouvoir. Pour des raisons ethniques, en fait, pour dire les choses. Au moment où Ndada élu, il voulait gouverner comme un démocrate, tous les Burundais, sans distinction, en toute égalité citoyenne. Ceux d'en face, eux, ne voulaient pas supporter qu'un Hutu soit élu président de la République. Je pense que ce n'est pas l'insulter que de le dire. C'est pas de toute façon lui qui a déclenché ces horribles événements. Ceux qui l'ont tué savaient qui il tuait. Est-ce que je me trompe? Mhm. Oui, vous ne vous trompez pas, mais bon, c'est ça justement. Nous ne devons pas nous laisser emprisonner par ce passé, d'une part, qui a été mal analysé, et d'autre part, qui n'a jusqu'à présent pas reçu la réponse la plus dure. Moi, je suis à l'aise devant quelqu'un qui me qualifierait de naïf parce que j'ose déclarer que l'appartenance ethnique, c'est une réalité que nous devons noter, que nous devons savoir analyser, que nous devons savoir accepter parce qu'elle a été là, elle est toujours là, mais la solution, c'est pas une solution ethnique. Mais là, les gens le savent, ils ne le disent pas peut-être, mais ils savent que la solution n'est pas ethnique parce que le problème n'est pas ethnique. Je vous ai dit, la guerre qui traverse les Grands Lacs n'est pas une guerre entre Hutus, Tutsis ou une guerre entre communauté nilotique et communauté bantou. C'est une guerre de conquête des ressources, c'est une guerre de procuration. Les gens s'entretuent pour une cause qui n'est pas la leur. C'est ça qu'il faudrait que les gens commencent à comprendre. Et si vous voulez, peut-être que le hasard de l'histoire va faire en sorte que les prochains mois, les prochaines années, nos expériences puissent aider les autres peuples du monde entier à pouvoir dépasser leurs divergences euh, en recourant à une thématique que le Burundi est mieux à même d'enseigner ailleurs, la thématique du dialogue. Le dialogue a beaucoup avancé au Burundi. Bon, tout n'a pas été réglé, mais au moins, on peut prendre le risque de dire que le Burundi a une expérience beaucoup plus longue dans ce domaine que tous les autres pays voisins de la région. Même sur le plan continental africain, les gens le savent. Alors, ce qui importe aujourd'hui, et qui me fait des soucis, moi, personnellement, c'est que nous n'arrivons pas à intégrer les expériences que nous avons eues, les leçons apprises dans l'organisation du futur de nos enfants. Voilà, c'est ça la question. Alors, le Burundi est en guerre Mhm. aujourd'hui, pas contre les Burundais, mais dans le conflit régional actuel qui se déroule notamment dans le sud Kivu à Uvira, en face de chez vous. Le Burundi Mhm. a été attaqué par euh, les troupes rwandaises. Et ce n'est pas moi qui le dis, euh, les, les responsables burundais le disent. Le dernier en date, c'est l'ambassadeur du Burundi à New York au Conseil de sécurité. Je vais passer euh, quelques secondes de sa déclaration où il se permet de mettre le Rwanda en garde contre la répétition euh, de, de, de ces tirs, de ces bombardements des frontières burundaises ou même transfrontaliers. On va voir si on peut l'écouter. Je tiens à être clair, la retenue a des limites. Si
ces attaques irresponsables devaient se poursuivre, il deviendrait extrêmement difficile d'éviter une escalade directe entre nos deux pays. Le Burundi ne pourra pas tolérer des violations répétées de son intégrité territoriale et se réserve le droit de faire usage de la légitime défense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Le Burundi reste un partenaire fiable pour la paix et la sécurité régionale. S'il a pu défendre les populations civiles avec hauteur dans toutes les missions où il a été déployé, le Burundi ne peut pas croiser ses bras face aux provocations et à la violation de son intégrité territoriale. Il ne peut pas croiser ses bras face aux attaques contre la population, sa population, et nous ne pouvons pas croiser nos bras face aux atteintes portées à la stabilité de nos frontières. Notre message aujourd'hui est donc un message d'appel à la mesure, à la fermeté contre les violations avérées et à une action concertée qui permette à l'est de la RDC et en particulier à des zones comme Uvira d'entrevoir enfin un avenir de paix durable. Je vous remercie. Là, ça, c'est un extrait de la déclaration de l'ambassadeur du Burundi à New York, Conseil de sécurité. Vous prenez bien sûr le dialogue, hein, mais dans une situation comme celle d'aujourd'hui, où effectivement, il y a un des pays qui bombarde le territoire burundais, quelle serait la place du dialogue après tout ce qui s'est passé pendant toutes ces années, où le président Kagame d'ailleurs ne perd jamais un seul instant, euh, où il insulte, où il menace, où il déclare pratiquement la guerre verbale contre le Burundi, où se trouverait la place du dialogue? Monsieur l'ambassadeur, je vous dis tout d'abord que j'apprécie beaucoup la déclaration. La déclaration, oui, il y avait une coupure de réseau. Vous dites que vous appréciez beaucoup la déclaration, sans doute du représentant du Burundi à New York. Je vais poursuivre. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est moi qui ai un souci. Je vais couper, je coupe la caméra chez vous. Je rappelle ce que je disais Oui, tout à l'heure quand nous commencions à parler, tomber sur des populations, sur des populations civiles. Moi, j'étais l'un des premiers. Moi, je ne me vois pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. alors je vais couper Qu'est-ce qu'on fait? je vais couper la caméra et vous laisser parler seulement. D'accord. Peut-être que ce sera mieux. Allez-y, on essaye un peu. Oui, on y va. Oui, allez-y, continuez. Alors, moi, je disais que j'étais parmi les premiers à protester contre les deux bombes qui ont été jetées sur des populations civiles à Cibitoke, à Rugombo, au nord-ouest du Burundi. C'est la chose à laquelle on devait s'attendre le moins. Tirer sur des civils. Maintenant, nous savions également que
l'arrivée à Uvira des troupes rwandaises devait faire craindre une menace sur le Burundi. Ça se sait depuis longtemps. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Si quelqu'un ne veut pas comprendre, il ne comprendra jamais. Après Uvira, ce serait la frontière burundaise et c'est pourquoi nos autorités ici à Bujumbura, par la bouche du chef de la diplomatie de notre pays, parlant à la communauté diplomatique de Bujumbura. Donc, être ferme avec la logique, avec quelqu'un qui prend de la logique de guerre, c'est une preuve de maturité. On ne peut pas laisser faire sans réagir. Et, et bien sûr, à long terme, on sait que la guerre ne va pas amener la solution définitive. Il faudra un jour que les gens se rencontrent autour d'une table. Et autour d'une table, c'est là que les choses vont se passer. C'est pourquoi le grand enjeu, ce sera de savoir qui devra se retrouver autour de cette table. Voilà la question. Alors, vous savez aussi que vous n'auriez pas été les premiers à vouloir ou à chercher à négocier, à discuter avec Kagame. C'est l'homme qui a euh, négocié le plus, qui a discuté, il propose le dialogue, mais au moment où le dialogue commence, il l'arrête parce qu'il frappe ailleurs, parce qu'il commence une autre guerre. C'est ça le problème. Et certains même disent, Allô? oui, Il y a des phrases que je n'ai pas entendues. non, je disais que parfois il est très difficile de dialoguer ou de discuter avec un va en guerre comme Kagame. Lui, Oui, oui, oui. il n'a jamais accepté le dialogue en fait. Mais même Oui, quand il accepte, c'est pour gagner du temps. Monsieur l'ambassadeur, moi, quand je parlais de dialogue, je ne veux pas parler de dialogue comme celui qu'on a vu à Arusha, qu'on a vu à Sun City, qu'on a vu ailleurs, là où les gens se rencontrent uniquement pour se partager les, enfin, les avantages que procure la fonction politique dans les États. Moi, quand je parle aujourd'hui de dialogue, je parle d'un dialogue fondateur, un dialogue novateur, un dialogue new look, dirions-nous, qui soit différent des précédents, dans la mesure où ce dialogue doit rassembler les protagonistes, les vrais protagonistes, y compris ceux qui nous manipulent de derrière et qui n'apparaissent jamais et qu'on n'interroge jamais autour d'une table. Il ne faut pas oublier la question congolaise a commencé à devenir claire lorsque le président Tshisekedi a persisté à dire qu'il ne négociera jamais avec le M23, mais qu'il négociera par contre avec le Rwanda. Là, il a changé les règles du jeu et vous avez vu que ça a favorisé la compréhension de la problématique. Aujourd'hui, il faudrait que des gens intelligents, des gens visionnaires se demandent comment on peut associer les protagonistes qu'on ne voit jamais, qui tirent les ficelles de derrière, c'est-à-dire les bénéficiaires de l'exploitation illégale des minerais qui passent par le Rwanda et vont dans les quatre coins de la planète et dans les multinationales qui fabriquent et qui sont derrière l'économie du futur. Donc aujourd'hui, le dialogue, c'est un dialogue fondateur, je veux dire. C'est un dialogue qui ne doit pas avoir lieu pour que les gens, je disais, se partagent le gâteau des États. C'est ça qui a échoué partout d'ailleurs dans tous nos pays où on a parlé de dialogue. La guerre a toujours repris, on a eu la répétition de ce qu'on a connu parce qu'on n'a pas éliminé les causes de la guerre, on a éliminé seulement les soucis que certains avaient sur le plan matérialiste, existentiel. Maintenant, il faudra aller vers un dialogue nouveau et associer tout le monde, y compris, moi j'insiste là-dessus d'ailleurs dans ma démarche, y compris les forces endogènes. Je les appelle des forces endogènes. Dans un pays comme le Congo, si vous voulez faire la paix et vous n'avez pas demandé le soutien des chefs coutumiers, vous avez tapé à côté. Dans le Congo même, aujourd'hui, j'ai vu dans les réseaux sociaux que des organisations de la société civile
suggère une espèce de dialogue national. Je crois qu'il visait juste simplement, il faut que ce dialogue s'organise de sorte que les vrais protagonistes, tous ceux qui ont un mot à dire, puissent être entendus, écoutés et pris en considération. Je résume ma pensée en citant la phrase qu'un homme d'État africain que j'ai connu dans ma démarche quand je parlais de dialogue, le président Macky Sall, en me recevant un jour, parce qu'il est le parrain d'un projet que j'ai créé s'appelant le prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. Et il m'a dit ce jour-là, en novembre 2016, que le dialogue, c'est l'arme des hommes forts. Et dans un dialogue, on ne choisit pas les interlocuteurs. Les interlocuteurs s'imposent par eux-mêmes. Alors, l'intelligence réside dans le fait de savoir les identifier correctement pour qu'aucun ne soit laissé derrière. Voilà ce que je pense. Et le dialogue, effectivement, c'est l'arme des hommes ou des femmes forts ou fortes, hein, mais il est très difficile aussi de dialoguer pendant que vous avez le fusil sur la tempe. Il faut prendre l'exemple justement de la RDC. L'exemple de la RDC. Ensemble? Oui, le tout micro à fait. Est branché? Oui. Allô? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Je ne vous entends pas. Ah. Pourtant, attendez que je vérifie parce que de mon côté, ça se passe bien. Est-ce que vous m'entendez? Monsieur Akizimana, vous m'entendez? Allô, allô? Monsieur Akizimana, est-ce que... Alors, j'ai perdu mon invité. J'espère qu'il va pouvoir entrer de nouveau parce qu'il a eu des problèmes techniques. Ils ont parfois des problèmes de courant à Bujumbura, comme dans la région. Je vais le contacter parallèlement pour être sûr que la communication est bonne entre nous. Alors, allô, allô? Allô? Non, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Si vous me suivez, Monsieur Deo Akizimana, vous pouvez entrer de nouveau dans les studios. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation?
Comment construire la paix sans justice ni réparation? Alors, amis auditeurs de la Voix des Grands Lacs, vous vous êtes rendu compte qu'il y a une interruption technique en fait. Je crois que c'est dû à une coupure électrique chez nous à Bujumbura. Ça arrive de temps en temps, comme partout, même en France ou aux États-Unis, on a souvent des coupures électriques. Nous présentons nos excuses donc à ceux qui étaient intéressés à cette émission et qui nous ont envoyé pas mal de messages. Euh, nous vous donnons rendez-vous à un autre jour, hein, parce que effectivement, cette émission n'est pas terminée. Nous allons tout faire pour de nouveau avoir M. Hakizimana Deo dans nos studios et en vous présentant une nouvelle fois nos excuses. Donc, pour un nouveau numéro de notre chaîne, nous vous donnons rendez-vous un de ces 4 matins. Merci, merci, merci. Et donc, à